Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui très bien accompagnée. Je suis en présence de Youfi, ouais, de la chaîne Tipoui. tout à fait. Je te laisse te présenter un petit peu et dis-moi un peu ce que tu fais sur ta chaîne. Il y a peut-être des gens qui te connaissent pas, mais je recommande en tout cas d'aller faire un tour sur ta chaîne. Donc explique-nous un peu. Alors, moi je suis une meuf trans qui, globalement, à un moment donné de sa vie, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de contenu sur internet et notamment sur YouTube. En francophone aussi. En francophone. J'ai fait, j'en ai marre, il n'y a pas assez de trucs chouettes, Ouais. donc vas-y, j'y vais. Et voilà, et grosso modo, je parle de transidentité, d'enjeux trans, un petit peu de comment ça se passe dans la tête, dans les corps, dans la société, Ouais. entre nous, etc. Ouais. J'essaye un petit peu de décortiquer tout ça et puis de donner des clés de compréhension pour que, globalement, les gens ils soient plus heureux. Et puis j'adore comment tu présentes les choses parce que c'est toujours à la cool, pas Ouais. prise de tête, c'est pas non plus que de la pédagogie et tout. J'aime beaucoup comment tu fais tes vidéos. Et du coup aujourd'hui je voulais qu'on parle un peu de sexualité trans. On l'avait déjà fait sur ma chaîne avec un autre invité, mais cette fois du coup sous l'angle de la transféminité, j'ai envie de dire, parce que du coup t'es une femme trans, t'as pas forcément le même vécu qu'un mec trans. C'est important aussi que les gens puissent se projeter. Il y a peut-être des gens qui sont en transition ou qui se questionnent sur ma chaîne. Et puis même de toute façon, si on n'est pas concerné, je pense que c'est important de s'intéresser, tout simplement. Complètement. Déjà, on n'est pas à l'abri d'avoir une partenaire trans. Oui, hein, oui, et, c'est ça. et D'être c'est dans toujours, notre entourage, d'avoir quelqu'un ouais. qui est confronté à ce genre de choses. Complètement. Ou avec qui on a envie de faire du cul. Et oui, c'est important de faire du cul. Déjà, je voulais que tu me parles un petit peu de ta situation parce que chaque personne trans a une situation spécifique. Il Ouais. n'y a rien d'obligatoire. Donc toi, si j'ai bien compris, tu es sous hormones. C'est ça, presque 4 ans, je crois. Ouais, donc ça commence à faire un moment. Ça déjà... commence à... Ouais. Ouais. Et du coup, moi je me demandais si ta sexualité elle avait changé au fur et à mesure de ta transition et surtout de la prise d'hormones parce que du coup ça a changé des choses dans le corps. Il y a eu des changements sociaux, il y a eu des changements mentaux, il y a eu Ouais. des changements hormonaux, il y a eu pas mal de changements. Ouais. Donc ouais. t'as connu quand même une sexualité avant. Carrément. T'as un point de comparaison, on va dire. Tout à fait. J'ai Ouais. transitionné plutôt tard dans la façon dont je le vois. Mm. J'ai transitionné plutôt tard. Il y a plein de gens qui transitionnent à 60 ans. Je Oui. dis pas que c'est genre excessivement tardif. Non mais chacun a Mais, son temps. Hein. Mais voilà, moi je sais que je suis une nana depuis 6 ans. La société me voit comme une nana depuis un peu moins de 4 ans. Du coup, jusqu'à mes 27 ans, parce que j'ai 31 ans quand même maintenant. Ça se voit pas trop, mais. Ah non, t'en fais beaucoup moi. Du coup, ton expérience de la sexualité, elle a changé. Est-ce que c'est dû aux hormones d'après toi? Est-ce que c'est dû à des changements dans ton corps? Il y a des trucs qui sont dus aux hormones. Le fait que j'ai plus de sensibilité, le fait que tout ce qui est appareil génital c'est plus fragile, ce genre de choses. À cause des hormones, il y a une sensibilité sexualité qui est obligée de s'adapter. Ouais. J'ai des partenaires qui pichent ça d'entrée de jeu. J'ai une amoureuse hyper récemment qui, elle a fait sa première fellation sur moi et j'ai rien eu besoin de dire. Ouais. Mais la plupart du temps, je suis obligé de dire moins fort, moins fort, moins fort, moins... Non, si, moins fort en fait. Parce que du coup, t'as des sensations qui sont beaucoup plus fortes depuis que t'es sous hormones. Ouais. Ça peut faire mal beaucoup plus... Voilà. Si tu rajoutes de la succion, il faut en rajouter vraiment à peine. Ah oui. Et tu vois, j'ai fait une vidéo sur la fellation il y a pas longtemps. Si ça se trouve, il y a plein de trucs qui s'adaptent pas pour un fémis. Donc pour info... Voilà, on dit fémis pour un pénis qui est sur une femme. Donc fémis, ça fait un peu les deux en même temps. Je trouve ça cool comme nom. Complètement, c'est une copine qui l'a trouvé. Ouais, fémis et diclite pour l'autre côté, dans le sens. C'est ça. En sachant que nous on a plus de mots, mais j'ai une vidéo là-dessus sur la chaîne récente Allez voir. qui présente plein de mots. Effectivement, les sensations changent, tu ressens plus de trucs et du coup, si les gens ils vont comme des bourrins, en général c'est pas top. Tout est différent. Il y a plein de façons de ressentir les choses quand t'es cis. Il y a plein de façons de ressentir les choses quand t'es trans. Les hormones font pas les mêmes effets, pas de la même façon, pas les mêmes curseurs. Selon ton parcours dans ta transition, tu vas pas forcément avoir les mêmes changements dans ta sexualité. Donc ce qui t'est arrivé à toi va pas forcément arriver à une autre personne trans. Et même à parcours égal, tu peux avoir des trucs qui sont très différents parce que un corps c'est chelou. Il y a différentes molécules que tu peux prendre aussi, différentes hormones de synthèse. Alors dans l'absolu, sur les hormones, on s'entend en général juste sur des hormones bioidentiques. J'avais entendu parler aussi des bloqueurs de testostérone. Et pareil, les bloqueurs, t'en as tout un tas qui font plein de changements.
ouais. Ah bah là pour le coup oui, les bloqueurs ont tendance à avoir des effets qui peuvent impacter la sexualité de façon très très forte. Ouais, dans quoi par exemple? Je vais prendre l'exemple de l'androcure par exemple, qui Ouais. dans l'absolu une saloperie, hein. Ça fait des Oui. méningiomes cérébraux, etc. Donc les meufs qui prennent ça en général, il vaut mieux qu'elles soient conscientes des risques et qu'elles connaissent bien le truc et qu'elles fassent pas nécessairement hyper confiance au médecin parce que des fois ils prescrivent de la merde, bref. Mais ça par exemple, ça bute les érections, mais genre. Ah oui. Il n'y a plus rien. En Ouais. général, la libido est flinguée aussi. Parce que tu disais sur ta chaîne, dans une vidéo, que justement les érections avaient changé. Ouais. Parce qu'elles n'étaient pas forcément aussi fortes, aussi intenses. Et puis pareil, l'éjaculation aussi peut changer. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que moi, pour que j'éjacule, en gros, il faut me teaser pendant 1h30. D'accord. En vrai, si j'ai une éjaculation, mais il n'y a pas de sperme. Voilà. Ah d'accord. Pour qu'il y ait du sperme, il faut me teaser pendant 1h30. Il faut que mon corps, il a une durée où il fait. C'est du cul ou c'est pas du cul? Est-ce que c'est du cul? Et au bout d'1h30, il fait c'est du cul, on produit, c'est bon. Ah d'accord. Et ça m'a surprise les premières fois. Et maintenant j'ai pigé. Il faut me teaser suffisamment longtemps pour que ça laisse le temps de faire une production. Il n'y a pas une production qui se fait en permanence. Oui, t'as pas de stock. Non. Ok. Non, je suis en En flux tendu. tendu. Et ouais, tu disais aussi que du coup aussi niveau contraception, tu faisais attention parce que tu sais pas en vrai si tu produis encore des spermatozoïdes ou pas sous hormones. Complètement. Déjà, le truc c'est que le sperme, je sais pas vraiment quand est-ce qu'il va se déclencher parce que je veux dire, l'expérience elle est un peu empirique du teasing. Par exemple, quand tu éjacules à l'intérieur d'un partenaire et que tu as un préservatif, si tu produis pas beaucoup, c'est difficile de faire la différence entre si t'as pas produit du tout, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, parce que du coup, tu peux avoir des éjaculations du coup avec peut-être des contractions ou des choses comme ça, des orgasmes. Alors, de toute façon, j'ai l'orgasme et la contraction comme d'habitude, sauf qu'il n'y a rien qui sort. D'accord, ok. Ce qui est très pratique pour la masturbation. Ouais, c'est propre. Ah, pas besoin de sopalin. Non, tu n'as rien à foutre. Alors en vrai, il vaut mieux aller aux toilettes quand même après. Toujours le problème, infection urinaire, etc. Oui, parce que tu avais dit aussi que du coup, tu étais vachement plus sensible à tout ce qui est infection, mycose, etc. Ouais. Tu nous as rejoints avec les hormones. Bienvenue dans la team. Ah purée, ouais. Moi les infections urinaires c'est tout le temps aussi. Genre depuis toute petite. Il y a des phases où ça allait mieux, des phases où je faisais des crises tout le temps. Puis en plus, vraiment antibio et tout quoi. Avec les cicatrices que je me balade maintenant sur l'urètre, le truc c'est que dès que je bois pas assez dans une journée, ça y est, ça brûle quoi. Ah ouais. Et du coup au niveau masturbation, on en parlait, du coup t'as dû changer complètement de pratique. Et bien figure-toi que pas du tout. Non. La masturbation je l'ai gardée de la même façon. Je me sens assez mal par rapport à ça. Parce que, honnêtement j'ai... Ça fait de la dysphorie ou... Si quelqu'un me voit, ça en fait. Si je me regarde un peu de l'extérieur, ça en fait aussi. Parce que j'ai un truc... Enfin, je le fais de façon très très mécanique. Je prends un peu de plaisir dedans. Il y a un côté qui est très machine, si tu veux. Et dans ma tête, ce qui est très machine est rattaché à un pôle qui est très masque. D'accord. Donc ça a tendance à pouvoir éventuellement déclencher de la dysphorie. Ouais. Mais ça sera pas de la dysphorie génitale. Ça sera de la dysphorie par rapport à l'acte et la façon dont je le fais. Si je le fais allongé dans un lit, pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que je fais. Globalement, dans la sexualité, tu souffres pas de dysphorie pendant l'acte? Moi non, j'ai du bol, mais moi non. Ouais. Parce qu'il doit y avoir des gens pour qui c'est difficile, ou en tout cas c'est long d'être à l'aise avec son corps quand c'est dans un rapport à deux ou à plus. Surtout que moi en tant que lesbienne, si tu veux, je couche avec quand même une... Alors pas une majorité de personnes meufs, vu que mon fiancé est non-binaire. Donc voilà. Mais donc au final, je suis une lesbienne qui couche avec très peu de femmes. Mais... Il y a une vidéo là-dessus, ça m'a fait marrer, où tu disais que t'étais la lesbienne flexitarienne, quoi. Si, des fois, dans certaines postures, par exemple, si je prends une partenaire en levrette, il est probable que mon cerveau me tabasse un petit peu la tête. Oui. Je peux réussir à le dégommer. Ou pas, ça dépend. Parce que du coup aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de pratiques différentes dans la sexualité, que tu sois trans, non-binaire, etc. Tu peux être à la fois pénétrante et pénétrée. Tu peux faire les deux. Les deux te plaisent. Les deux me plaisent énormément. C'est trop bien de pouvoir switcher en vrai. Je t'envie, entre guillemets. De pouvoir faire ça et d'avoir du plaisir avec les deux directement. C'est ça, t'as tellement un éventail de possibilités devant toi pour la sexualité. Quelles seraient par exemple tes pratiques favorites, si t'as envie d'en partager un peu? J'aime beaucoup le sexe du cul. Oui, du coup tu pratiques beaucoup l'anal. D'ailleurs on a fait une vidéo
sur l'anal, sur la chaîne de Tipeee. Ouais. Donc vous allez voir la vidéo, on essaiera de la sortir en même temps à peu près. Ouais, On on verra. va se calibrer pour la sortir en même temps. On a comparé du coup nos expériences au niveau sexualité anale. Ouais. Donc voilà, avec une prostate, sans prostate. Il y a des trucs qui ressemblent, d'autres non. Je veux dire, c'est le truc avec lequel je prends le plus mon pied. Le truc, bah, du coup j'en ai pas parlé sur l'autre vidéo, mais le truc c'est que je fais de la colopathie fonctionnelle. Donc je peux avoir des spasmes du côlon excessivement douloureux. Je connais pas ça. C'est pas top, mais il y a, je crois qu'il y a un quart de la population qui a ça. Donc. C'est pas grave Non, mais ça peut me faire tomber par terre. Ah oui, quand même. Ouais, non, mais... Ça gêne pas trop dans la sexualité au quotidien? Non, bah non, enfin après des fois il y a des journées où je sens qu'il y a une potentialité de spasme, parce que je sens qu'il y a une tension par là. Et du coup là je sais que l'anal c'est mort. Ok, ouais, bon après on s'adapte. On s'adapte. Pareil, niveau transit, en général, avec la sodomie, il faut un petit peu adapter les choses pour pas qu'il y ait des surprises. C'est ça, c'est-à-dire que t'évites de faire de la sodomie le soir, c'était 3 burritos haricots rouges le midi. Ah oui, oui, comme on vient de faire. Je me demandais, dans tes vidéos, je crois qu'on a vu des petits sextoys, ça m'intéresse. Comment ça se passe avec tes sextoys? Est-ce que t'en utilises beaucoup? Ouais, alors surtout anal, parce que là pour le coup, dysphorie, utiliser un sextoy spécifiquement fait pour les pénis, puis surtout qu'en plus, je veux dire, ils ont la gueule de l'emploi, quoi. Ouais. C'est des gros trucs noirs, lourds. Oui, c'est souvent brandé et marketé pour du mal viril. Ça. Alors, les tencha, ça va encore, mais pareil, c'est un truc volumineux comme ça. C'est un peu plus neutre, mais je peux comprendre. Voilà. J'avais prévu d'en bomber un en rose, mais... Il faut que tu vois, parce que ça va sortir bientôt. J'en aurais peut-être parlé sur ma chaîne au moment où cette vidéo sort. Mais c'est du groupe Womanizer. Ouais. Donc je sais pas si tu connais, mais c'est pour les clitos, du coup, c'est le truc magnifique. Et ben là, ils ont sorti une version pour les pénis, qui doit pouvoir s'adapter sur les fémis. Tout à fait. Et donc, je pense que ça peut t'intéresser. Est-ce que ça reste en place ou est-ce qu'il faut faire un va-et-vient avec le bras? À mon avis, tu peux faire les deux, parce que le principe d'un womanizer, a priori, c'est de le laisser sur une zone et de plus bouger. Ouais. Mais en gros, t'as un arceau où tu peux rentrer le pénis, et puis en dessous, il y a la buse qui fait des petites pulsations. Pulsations d'air sans contact. J'imagine que si tu le mets au niveau du frein, par exemple, ça doit être particulièrement jouissif. Ok. À voir. Je sais pas. Je me demandais justement, bah toi, on en parlait, mais comment tu te sens, toi, par rapport au marché du sextoy et des produits érotiques en général, qui est quand même pas très trans-friendly, qui pense pas forcément aux personnes comme toi, en fait. Non, bah, déjà c'est hyper genré, même dans les marques cool, hein, genre je prends un exemple Satisfyer, j'adore ce qu'ils font. Oui. Et du coup j'ai fait des collabs avec eux. Mais c'est vrai que c'est très... Il, elle, pour lui, pour elle... pour femme, pour homme, mais en fait si tu vas dans la catégorie pour femme, il y a des choses que tu vas pas pouvoir forcément utiliser. Et inversement. Tu dois aller dans une catégorie qui est pas de ton genre pour trouver des choses. Et puis déjà avec la masturbation génitale, c'est un truc qui est un peu compliqué pour moi. Si tu me sors un toy qui fait très manlyman, ça va pas le faire. Ouais. J'en avais vu un masturbateur qui s'appelait F1, donc c'était censé être Formule 1 le truc. Et c'était vendu même avec des mitaines rouges et noires pour faire genre tu fais de la course de Formule 1 pendant que tu te masturbes dans le truc. Et en plus, le truc est génial technologiquement parlant, tu vois, il y a des vibrations, ça stimule super bien le gland et tout. Mais c'était tellement brandé que genre, je suis trop viril quand je me masturbe, moi. Oh, les mecs 6, ils sont chelous, sans déconner. Mon mec, qui est un mec 6, plutôt viril, il disait non, c'est trop quand même. Tu nous as parlé un peu de ton expérience à toi, mais en plus t'es hyper militante, donc t'as forcément eu affaire à d'autres personnes trans qui ont peut-être des histoires différentes et des pratiques différentes. Comment ça peut se passer dans la sexualité trans? Il y a des pratiques qui sont qui sont pas exclusives aux meufs trans, hein, mais qui sont quand même vues principalement dans les communes trans. J'ai un lien de zine, si tu veux, je te filerai le truc pour la description. Il y a notamment la pratique du muffing. Muffing? Voilà, alors... Faire des trucs entre meufs? Non. Muffing avec un U. Ah, d'accord. Ça reprend un peu... Alors, je sais pas... Personne n'est familier avec le concept de tucking, donc on va revenir sur le concept de tucking. Donc le tucking, le principe c'est tu prends les testicules et tu les fais remonter dans les canaux inguinaux qui sont censés, et du coup ils se retrouvent sur le devant de ton abdomen. Ils ne dépassent pas, ils sont à l'intérieur. Sous la peau, au-dessus. C'est ça. Et le muffing, ça consiste à stimuler, à pénétrer ces canaux en fait. D'accord. Donc du coup t'en as deux, donc tu peux avoir
voilà, en général on met pas plus de 2 doigts et encore 2 doigts Mhm. c'est avec de l'expérience. D'accord. Bah moi j'ai essayé pour réviser cette vidéo une deuxième fois et ça ne me plaît toujours pas. D'accord. C'est Mais des sensations très c'est des particulières. sensations qui sont très très particulières, Ouais. faut vraiment y aller doucement parce qu'il y a moyen Ouais. d'abîmer le truc, c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment pas conçu pour. Quoi. Mais ça se fait, je veux dire, moi je rentre ça quand même. Ouais, 2 phalanges à peu Ouais. près. Ça, j'aurais pas imaginé. Donc c'est une façon de se faire pénétrer autre que l'anal C'est ça, pour c'est faire ça, du c'est ça. sexe. Complètement. Et du coup, il y a des gens qui doivent prendre beaucoup de plaisir à ça. Ouais, carrément, et à la stimulation externe des canaux Ouais. aussi, via Mhm. deuil, vibration, etc., ce genre de choses. Ah ouais, c'est... Donc il y a pas mal de choses que tu peux faire avec en vrai. Moi dans l'absolu c'est vrai que les peu de fois où j'ai essayé j'ai pas aimé, Mm. mais en même temps c'est vrai qu'à chaque fois j'y vais un petit peu en mode genre très mécanique, voir si ça marche, et moi D'accord. en mode ok je vais prendre du temps pour Oui, voir oui. ce que ça donne. Non, mais c'est important pour découvrir ses sensations et Ouais. tout, dans tous les cas. Mais voilà, la première fois que j'avais essayé avec ma prostate par exemple, j'en parlais dans la Mhm. vidéo qu'on a faite sur ma chaîne, mais c'était pas des sensations que j'appréciais, et Ouais. là pour le coup c'est pareil, donc si ça se trouve en vrai je kiffe ça si tu veux, c'est juste que j'ai pas encore domestiqué. Peut-être faudra prendre le temps et apprivoiser la chose, ouais. De toute Mais- façon, en sexualité, c'est souvent comme ça. Moi, je le dis souvent aussi quand tu t'essayes un sextoy pour la première fois, par Ouais. exemple. Des fois, au début, tu te fais ouais, c'est trop bizarre, je sais pas, j'aime pas, ça me fait ni chaud ni froid. Et en fait, tu réessayes dans d'autres contextes, avec d'autres moods et tout. Et ben, des fois, ça change, ça évolue. Ouais. Après, faut pas persister si ça plaît pas. Hein. Non, il y a un autre truc et qu'on a évoqué d'ailleurs, c'est les termes qu'on va donner à l'appareil génital. Oui, Et ça, c'est vachement important dans le sexe avec un partenaire trans, c'est que ça peut complètement ruiner le mood d'utiliser le mauvais mot, si tu veux. ah ouais. Et ça, c'est vraiment le genre de conversation qu'il faut avoir en amont, de savoir genre quel terme utiliser / ne pas utiliser. Ouais. Et, Il y a des meufs trans qui utilisent le terme de clito Ouais, pour parler ouais. de ça, et du coup bah, je trouve ça vraiment bien parce que tu te réappropries ton Complètement. corps. Puis je veux dire, c'est le même C'est organe trop bien. quelque part. Oui, Juste, c'est ça. une action Niveau différente. embryonnaire, Ouais. on est tous nés avec les mêmes organes Mhm. génitaux. Enfin, on n'est pas nés, du coup, c'est avant la naissance. mais Si tu on as a un les embryon mêmes. après la naissance. Ouais. Et après, ça se développe soit en pénis, soit en clitoris. Ça fait une ouverture où ça fait les bulbes du clitoris, où ça fait des testicules. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que moi, tu vois, en vidéo, j'ai tendance à appeler ça mon fémis. Ouais. Et dans ma vie sexuelle, j'ai plus tendance à appeler ça bite. Ouais. Parce que déjà, c'est rapide et puis Ouais. c'est... Mhm. Et puis fémis, quelque part, le truc, c'est que du coup, je l'ai tellement utilisé dans le cadre, quelque part, de mon activité, de mon travail, Ouais. que ça fait un peu boulot. Ah, d'accord, ok. Mais c'est moi spécifiquement en tant que Oui. youtubeuse, tu vois. Et puis il y a des gens qui utilisent aussi le terme de pénis de femme. Moi Mhm. je pense aux vidéos de Laura Badler par exemple, Ouais. qui parle comme ça, et pour elle ça pose pas du tout problème Complètement. d'employer le mot pénis parce que elle a pas de dysphorie par Ouais. rapport à ça. Bah pareil, quand je parle à un public qui est majoritairement cis, je vais utiliser pénis pour pas m'emmerder. Ouais, parce que comme ça se comprend. C'est ça. Mm. Mais j'ai évité de parler de ma bite, quoi. Oui. À part si j'ai envie de choquer un auditoire Ouais. et que je me sens vraiment forte à ce moment-là, je vais éviter d'utiliser ce terme-là. Un parce petit que peu de clairement, ça me provoque crispe. avec les transphobes. C'est ça. Et il y a notamment déconstruire un petit peu tout le mythe autour de la dureté. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de meufs trans qui vont pas rentrer en érection ou qui vont pas apprécier les érections, etc. Mais qui vont pouvoir éventuellement, enfin qui vont pouvoir apprécier du sexe génital quand même. Oui. Avec un fémis pas en érection, Ouais. tu peux faire quand même plein de choses qui vont faire Oui. plaisir. Enfin voilà, c'est comme un clito un peu disproportionné pour le coup, Ouais. et pas en érection. Ou j'imagine aussi comme certains diclites, Complètement. sûrement. Ouais. Parce que c'est pas forcément une érection aussi dure et C'est forte ça. Ouais. que un mec cis qui a pas d'hormones et C'est tout. ça. En vrai, pour sucer quelque chose, il a pas besoin qu'il soit dur. Voilà. Pas mal de personnes qui vont genre se sentir un peu vexées de pas annoncer d'érection, etc. Enfin, il y a vraiment un culte autour de la dureté. parce que du c'est fait censé que- témoigner de l'excitation. C'est ça. Donc ouais. c'est un peu genre tu me désires pas, je t'excite pas, C'est peut-être ça peut Ouais, mettre il mal peut à y avoir l'aise. ça, ouais. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors que pas nécessairement du tout, en fonction des cocktails hormonaux, du passif de la personne, de son corps, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas se déclencher. Ouais. Et il peut y avoir des personnes qui ont des réactions complètement fonctionnelles et qui vont décider de s'arrêter juste avant Ouais. parce que elle, le génital, ok, mais en érection, surtout pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc c'est des trucs qu'il faut discuter en amont, Oui. parce que je veux dire, de toute façon, le sexe, il vaut mieux en discuter en amont avec les partenaires, parce qu'il y a toujours moyen de faire des C'est ça. conneries si t'en parles pas. Les personnes trans sont pas en sucre non plus, Oui. et il y en a plein qui aiment le cul, donc... Mhm. Et puis quand on parle avec bienveillance, dans tous les cas, Ouais. c'est que faut pas en parler juste
pour savoir par curiosité, par voyeurisme, voilà. Moi je vais pas aller demander à n'importe quelle personne trans que je croise dans la rue, hey, toi tu baisses comment? Et comme on le fait avec même les personnes handicapées et tout, où c'est vraiment de la curiosité mal placée, qui est des fois fétichisante aussi, donc ça il faut éviter. Mais si on relationne sincèrement et de manière bienveillante avec quelqu'un qui se trouve être trans, et ben c'est important d'en parler quand même. De pas considérer ça comme un sujet trop sensible. De la même façon que les tabous, à mon avis, ils sont dangereux dans la sexualité en général. Là, il y a peut-être encore plus de chances parce que c'est sensible potentiellement, psychologiquement parlant et tout. Bah tu vois, moi j'ai vraiment une relation de communication et ouverte avec ma fiancée qui est mon partenaire principal. Après 6 ans, ça arrive encore qu'on se pose et qu'on fasse ok, alors du coup on va faire le point sur cette pratique parce que du coup il y a tel nouveau truc que j'ai apprécié ou tel machin et puis on continue à découvrir des trucs et à adapter nos sexualités pour faire des trucs plus chouettes. Ah, la sexualité c'est toute la vie. Hein. Ah ouais, non. C'est toute la vie que ça évolue, encore plus quand tu changes de partenaire, etc. Mais même au sein d'un même couple, c'est ça change du tout au tout d'une période à l'autre. Ouais, c'est pas un brief que tu fais juste au début de relation puis après c'est terminé, c'est vraiment... Des fois c'est bon pour un petit moment quand même. Ouais, non mais attends, on se fait pas... Et puis quand je dis qu'on se pose... puis ça peut être dans l'humour, ça peut être drôle, ça peut être amoureux, ça peut être tendre, ces genres de discussions et tout. Je veux dire, en général on se fait un câlin et on parle. C'est ça qui est trop bien. Les débriefs post-sexe aussi. Moi, je trouve que c'est le mieux. De dire, ah là, c'était pas... Là, tu vois, quand je t'ai repoussé un petit peu, c'est parce que c'était pas agréable. Je trouve ça vachement constructif. Complètement. Et puis, il y a vraiment je trouve qu'il y a une bonne ambiance pour faire ça à ce moment-là. C'est clair. Et puis, c'est encore tout frais, quoi. T'es pas obligé de dire, alors tu sais, il y a 1 semaine et demie... je voulais dire un truc. Tu te souviens plus. Donc je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais là t'as fait un truc avec tes mains. J'imagine aussi que du coup ça peut être vachement intéressant de se tourner vers aussi le sexe non pénétratif. Complètement. Quand on a une sexualité avec une personne trans, pas forcément se centrer sur telle personne va pénétrer telle autre. Souvent les gens pensent comme ça. Du genre c'est papa dans maman et ça marche que comme ça et il n'y a pas de sexe si on fait pas de pénétration. Complètement. Alors qu'en fait, si, il y a plein de possibilités. Carrément, et c'est rarement la bonne solution, le sexe pénétratif dans une relation avec une personne trans. Enfin, ça, bien sûr, ça dépend, toutes les sexualités sont différentes. Et en vrai, j'essaye pas de faire des cas généraux parce que j'ai aucune idée des chiffres. Il y a des sexualités absolument géniales sans sexe pénétratif. Quoi. À base de frottement, de caresses, de sexe oral, mais pas forcément pénétratif. Ça peut être sensible de faire une pénétration quand on est déjà, je sais pas, si on est en transition et qu'on n'est pas à l'aise avec son propre corps, donc se faire pénétrer en plus ou pénétrer quelqu'un d'autre. Pas nécessairement. En fait la dysphorie c'est pas automatique. Non. C'est qu'il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec leur corps, mais il y a aussi des gens qui sont très à l'aise avec leur corps et qui n'ont pas de soucis là-dessus. Et ça peut se déclencher sur des trucs random. Je te dis, moi c'est souvent des pratiques ou des attitudes ou quelque chose. Je veux dire, mon corps, je suis pas dysphorique avec. Le corps que j'ai actuellement, c'est vraiment un truc que je suis en mode ok. C'est le mien, je le kiffe. Voilà. C'est trop cool. C'est trop cool. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même pas trans, qui t'envient, qui aimeraient bien. Probablement. Et d'ailleurs, je me demandais, on parle de dysphorie et tout. Certaines personnes vont avoir recours à des chirurgies, à des changements corporels qui vont au-delà de la prise d'hormones. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui ont eu recours à ça et comment ça se passait niveau sexualité? J'ai tendance à plus parler de cul avec des personnes qui sont pas opérées. Donc je saurais pas te dire. Parce qu'il y a des opérations possibles de vaginoplastie. Complètement. J'imagine. Donc c'est le fait de créer un vagin avec ancien pénis, fémis. Et de vulvoplastie par-dessus. Il y a plein de choses qui sont dans l'absolu théoriquement possibles d'un point de vue chirurgical. Après il faut voir en pratique, trouver un chirurgien, etc. qui accepte de faire le truc. Puis voir si on a envie de passer par là. Bien sûr, genre moi par exemple, c'est pas mon cas du tout. Tu vois. Genre je suis contente d'être lesbienne qui se balade avec un strap-on de chair stéroscopique. Télescopique. J'ai pas 2 baffles sur... Télescopique et fantasmagorique. Non, c'est vraiment un truc que j'ai appris, enfin une narrativité que je me suis réappropriée. Et voilà. Mais c'est vrai que les opérations, il y a des personnes qui en ont besoin dedans elles. Et... J'ai cru comprendre de ce que j'ai vu dans mes recherches et tout que c'était pas facile. Parce que quand tu passes par une vaginoplastie, après il faut passer par une phase de dilatation et tout.
on te donne des dildos exprès pour pouvoir être pénétré en gros. Et ça peut être quand même assez pénible, traumatisant, etc. Enfin, une étape difficile à passer, même si c'est ce qu'on veut. Complètement. Ah oui, c'est pas une petite... C'est compliqué, c'est lourd. C'est un truc qui est costaud. Ouais. C'est pas tous les trans en fait qui veulent passer par là. Non. Alors les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est vaguement 40%. Ouais. Après, la question c'est est-ce que c'est 40% de personnes qui veulent pas du tout doper ou est-ce que c'est 40% de personnes avec dedans des personnes qui voudraient des OP mais qui peuvent pas se les payer, des personnes qui veulent des OP mais qui ont trop peur de mourir sur le billard. Enfin, il y a une équipe à Bordeaux, je crois qu'il y a 3 personnes trans qui restent sur le billard par an. Enfin, c'est... Ah oui, à ce point-là? Non, mais à Bordeaux, c'est débouché. Ils sont connus. Je suis allé voir un urologue, genre, sans aucun lien. Ouais. Et il m'a dit, par contre, faire une opération. J'étais en mode, sans déconner, je viens pour mon urètre qui me gave. D'où tu me fais chier avec une OP. Et bon, je lui réponds, je lui fais, bah non. Et il me fait, ok, parce que ça vient pas de moi, hein, mais je voudrais déconseiller d'aller voir les équipes qu'on a à Bordeaux. Ah ouais, d'accord. Donc le mec les connaissait. Ah ouais. Et il voulait pas balancer les collègues, mais ouais, j'ai fait une vidéo sur les équipes officielles, si vous voulez les voir. C'est une vieille vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais de toute façon, les gens ils peuvent laisser des commentaires. Carrément. On essayera de répondre et tout à l'écrit et tout s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi pour filmer une vidéo. C'est super parce que t'es pas d'ici en vrai. Pas du tout. T'es venu jusqu'à mon petit studio et tout, et c'est trop bien. On s'était rencontrés à la base lors d'un événement qui s'appelle La Nuit Rose. Ouais, il y a des replays sur internet. J'en avais parlé, mais du coup, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle La Nuit Rose. Il y a les replays de tout ce qui s'est passé à cet événement qui était queer, trans, LGBT. Orienté, c'était super cool comme événement. J'espère qu'il y aura une deuxième édition. Ah non mais alors c'était prévu, mais comment dire, l'émission a été faite en février, en mars on était confinés, donc le projet est un peu en pause. Ah, vous étiez dans le bon timing déjà pour le faire en février avant. Déjà on était juste avant ça, failli pas se faire. J'espère qu'il y en aura une deuxième et puis je vous inviterai à suivre ça parce que c'était vraiment une super initiative. J'invite les gens à découvrir ta chaîne parce que c'est vraiment une mine d'informations. Et en plus, c'est super agréable à regarder. Il paraît. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.